bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à Point de bascule, édition du 14 février 2018. C'est la Saint-Valentin et j'espère que vous la passez en bonne compagnie. Alors, cette semaine, beaucoup d'activités encore, des choses parfois dures, parfois difficiles. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir pour vous apporter une précision sur l'information que je vous donnais la semaine dernière au sujet de la possibilité du gouvernement fédéral d'utiliser l'article 92.10c, surnommé le pouvoir déclaratoire, pour régler le cas du pipeline Trans Mountain qui doit passer de l'Alberta à la Colombie-Britannique. Lorsque je vous ai lu l'article, j'ai eu un doute sur la possibilité d'utiliser effectivement ce pouvoir déclaratoire-là, même si les médias de l'Alberta, de Toronto, y faisaient directement allusion. Et en relisant attentivement l'article et en constatant que le journaliste du Devoir samedi, Conrad Yakabouski, répétait la même erreur, je me suis dit qu'il fallait absolument faire la correction. En fait, l'article 92.10 déclare qu'un certain nombre d'ouvrages sont de compétence fédérale et il indique lesquels. Les ouvrages qui sont à cheval sur deux provinces, les ouvrages qui relient une province à une portion de l'Empire britannique à partir d'une voie maritime. On pense évidemment bien sûr aux ouvrages qui peuvent se situer soit à l'île du Prince-Édouard, soit en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Et puis, enfin, des ouvrages, et c'est justement ça l'objet du pouvoir déclaratoire, qui sont entièrement situés dans le territoire d'une province, mais qui sont jugés être, par le Parlement, être à l'avantage général du Canada. Or, dans le cas de Trans Mountain, nous sommes dans ce qui est prévu par l'article 92.10a, c'est-à-dire un ouvrage qui est entre deux provinces et sur lequel le gouvernement fédéral a pleine compétence sans même avoir à utiliser le pouvoir déclaratoire. Sur le plan politique, ça va faire une différence dans la mesure où évidemment, l'impact politique d'une telle déclaration ne pourra pas être utilisé. En fait, le gouvernement fédéral est coincé, là, littéralement, à devoir faire respecter son autorité face à la Colombie-Britannique. Et il ne peut pas invoquer de pouvoir déclaratoire pour ce faire. Alors, jusqu'où la Colombie-Britannique est-elle prête à aller? C'est ce qu'on va découvrir. Et jusqu'où le gouvernement fédéral, lui aussi, va-t-il être prêt à aller? Surtout lorsque l'on sait que les nouvelles règles mises en place par l'Office national de l'énergie sont particulièrement exigeantes et risquent de toute façon de rendre difficile la réalisation du projet. Encore une fois, ça va être une question des pressions dont le gouvernement fédéral va être l'objet de part et d'autre. Il est clair que l'Alberta, par principe, va vouloir que le gouvernement fédéral exerce sa pleine compétence. Le gouvernement fédéral et en particulier le gouvernement de Justin Trudeau, compte tenu de l'historique, de l'histoire des relations du Parti libéral avec l'Alberta et en particulier le souvenir de la politique, le mauvais souvenir qu'ont gardé les Albertains de la politique nationale de l'énergie de Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin, au fin des années 70, vont évidemment les amener à se montrer très exigeants. Alors, voilà où c'en est. Et on va passer maintenant aux sujets qui sont d'actualité cette semaine. Vous avez nécessairement vu au cours des derniers jours toutes les discussions qui ont été soulevées au sujet de l'UPAC. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a adopté le fameux projet de loi 107 qui va faire de l'UPAC un corps policier autonome, donc distinct de la Sûreté du Québec,
distinct de tous les autres corps policiers. Oui, il va au même titre que le sont les corps policiers de municipalités comme Montréal ou Laval et la Sûreté du Québec elle-même. Évidemment, ça ne règle pas le cas de M. Lafrenière, d'autant plus que le nouveau projet de loi ne prévoit pas ce à quoi une des exigences des deux partis d'opposition, la CAQ et le Parti québécois, qui souhaitaient que la nomination du prochain directeur, commissaire de la CAQ, de l'UPAC, soit adoptée ou ratifiée par un vote des 2/3 de l'Assemblée nationale. Il y a évidemment des arguments pour, des arguments contre, mais ça ne règle pas dans l'immédiat le cas du commissaire Lafrenière qui, avec toutes les nouvelles qui sont sorties au cours des dernières semaines, se trouve dans une position où il n'a presque plus l'autorité nécessaire pour exercer ses fonctions, ni la crédibilité, ni même la légitimité pour le faire, compte tenu de toutes les critiques qui ont été adressées à ce corps-là, à l'UPAC, et au commissaire Lafrenière lui-même. En fait, dans des circonstances normales, le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, devrait inviter le commissaire Lafrenière à renoncer à ses fonctions. Mais la preuve que nous ne sommes pas dans des circonstances ordinaires, c'est que justement, il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, c'est parce que il y a des inquiétudes, des doutes certainement, avant même de parler d'inquiétudes, des doutes sur la réaction qu'aurait le commissaire Lafrenière s'il devait quitter son poste, et aussi quel serait le sort de l'enquête mâchurée. Avec les commentaires qui ont été faits au cours des derniers jours, en particulier par Lino Zambito, on commence à comprendre que le commissaire Lafrenière lui-même pourrait être à l'origine des fuites qui ont frappé l'UPAC, de façon à justement faire en sorte que des accusations ne puissent être portées contre, évidemment, Jean Charest, le Parti libéral, et peut-être même le premier ministre actuel, Philippe Couillard, parce que il y aurait eu des interventions dans les processus d'enquête au point que ça pourrait corrompre la preuve qui pourrait avoir été recueillie par l'UPAC ou tout autre corps policier dans le cadre de l'enquête mâchurée. Alors, c'est une situation très particulière. Il y a pas beaucoup de précédents comme ça. Et curieusement, il semble que ce soit un petit peu le même genre de situation dans laquelle se retrouve à l'heure actuelle le département de la justice américain et le FBI. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais je vous signale tout de suite qu'il y a des analogies qu'on peut faire et qu'on examinera plus particulièrement dans la seconde partie de l'émission. Alors, le Parti libéral est très, très, très compromis. Et évidemment, à l'heure actuelle, c'est toute la question de la réélection du Parti libéral qui se pose avec le dossier de l'UPAC. Et évidemment, tous les morceaux ne sont pas encore sortis. Je veux dire, pour l'instant, Guy Ouellette, le député libéral qui est un ancien policier lui-même, qui était président de la Commission des institutions, s'est trouvé complètement tassé par les accusations qui ont pesé contre lui. Je fais bien une distinction entre accusations qui ont pesé et accusations qui ont été portées, parce qu'aucune n'a été portée. On a évoqué la possibilité que 3 ou 4 chefs d'accusation puissent être portés contre Guy Ouellette, mais effectivement, on attend toujours que le directeur des poursuites criminelles et pénales nous annonce qu'il y a des accusations qui sont portées. Je vous ai déjà exposé
soit dans le cadre d'articles que j'ai écrits pour Vigile ou même ici à Point de bascule, que la possibilité que des accusations soient effectivement portées par le directeur des poursuites criminelles et pénales était pour le moins aléatoire dans la mesure où il faudrait qu'on puisse prouver, dans le cas du député Guy Ouellette, une intention criminelle. Comme il ne faisait que son travail de député et de président de la commission des institutions qui avait justement, entre autres, le soin d'examiner le dossier de l'UPAC dans le cadre du projet de loi 107, il est évident qu'on pourra difficilement prouver qu'il avait une intention criminelle, donc c'est presque impossible de porter des accusations contre lui. Mais on verra. Il y a peut-être des choses qu'on ignore encore à ce stade-ci et qui pourront surgir dans les jours et les semaines qui viennent. Chose certaine, c'est que le dossier est loin d'être terminé et que il faut s'attendre au cours des prochains mois, certainement, et certainement avant les élections, à d'autres rebondissements, parce que il n'y a aucun doute maintenant que les policiers, les corps policiers, en fait, non, pas les corps policiers, les policiers enquêteurs qui ont travaillé dans le cadre du dossier de Jean Charest, soit dans le cadre de l'enquête Marteau, ou bien encore de l'UPAC avec l'enquête Machuré. Excusez, je vous ai parlé d'enquête Marteau, c'est l'escouade Marteau, qui avait été formée par le gouvernement libéral de Jean Charest lui-même. Mais les policiers ont du matériel et vous vous souviendrez de cette enquête qui avait été faite par Jacques Duchesneau, qui avait été, comme par hasard, relégué pour 75 ans dans les oubliettes des archives de l'Assemblée nationale. Alors, c'est plein d'affaires bizarres, ce dossier-là. Il y a plein de gens qui ont encore de l'information et parce que ces gens-là demeurent, préoccupés de voir la vérité éclater, il va certainement y avoir d'autres révélations. Chacun, à l'heure actuelle, cherchant à trouver le moyen d'en faire sans se dévoiler. Donc, c'est la pire des situations possibles pour le Parti libéral et le gouvernement de Philippe Couillard. Il va vivre avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête jusqu'à la dernière minute. Et si vous le regardez attentivement dans ses prestations dans l'entrevue, vous allez vous rendre compte que cet homme-là a beaucoup changé physiquement depuis quelques années. Et en particulier, il y a une expression hagarde dans son regard qui est assez révélatrice des pressions et des tensions qu'il vit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est nécessairement coupable? Non, mais ça veut dire que, très vraisemblablement, il y a des choses qui sont susceptibles de sortir au grand jour qu'il préférerait qu'elles ne sortent pas au grand jour. Alors, voilà ce qui est pour l'affaire de l'UPAC. On va en entendre parler de nouveau, c'est certain. Écoutez, le dossier du cannabis est en train de prendre une tournure encore plus surréaliste. Les révélations se succèdent à la vitesse grand V et aujourd'hui, Justin Trudeau a été obligé de se défendre assez vigoureusement, mais en même temps assez piteusement à la Chambre des communes devant les questions de l'opposition sur la présence d'autant de libéraux dans les entreprises qui sont rattachées à l'exploitation du cannabis rattachées à l'exploitation carrément, que ce soit à titre de producteur ou bien de conseiller.
Et là, on découvre aussi que les montants en jeu là sont assez considérables et que tout ça transite par des paradis fiscaux aux îles Caïmans, entre autres, dont l'opacité est reconnue, dont les mesures de secret sont très, très développées, et justement pour permettre à des gens d'éviter d'être identifiés. Alors, Justin Trudeau prétend encore pour le moment que la situation est sous contrôle et on va rapidement comprendre que c'est pas nécessairement le cas au fur et à mesure que d'autres révélations vont sortir. Et puis du côté du Québec aussi, on apprend encore que il y a des organisations, des structures bizarres qui se sont mises en place pour l'exploitation du cannabis. Et même si c'est la SAQ qui va en avoir le monopole de la distribution, il y a toutes sortes de grenouillages qui se fait en arrière-scène pour que certaines personnes bien placées, et évidemment proches du pouvoir, tirent les marrons du feu. Aujourd'hui aussi, intéressant, parce que là, vraiment, ça aussi, c'est un point de bascule. Il y a un communiqué qui a été émis aujourd'hui par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à propos de l'état de crise qui règne dans la presse écrite non seulement au Québec, mais partout au Canada, et qui invite, comme par hasard, le ministre des Finances à prévoir des mesures dans son projet pour venir en aide à la presse écrite. On comprend évidemment que la presse en serait un bénéficiaire important, et c'est sans doute pas surprenant que l'article présentant le détail de cette affaire-là soit apparu d'abord dans la presse. On apprend aussi, très intéressant, que l'ancien journaliste Vincent Marissal est maintenant le conseiller donc un lobbyiste, d'un groupe qui, justement, fait des représentations au gouvernement fédéral pour défendre les intérêts de la presse écrite. Alors, en même temps, ça nous permet de signaler que la situation est tellement grave que finalement, la presse elle-même est en train d'en mourir. On sait fort bien que la presse a abandonné il y a déjà plus d'1 an la publication d'un journal papier, qu'il ne reste plus que qu'il restait jusqu'au début de l'année, qui ne publiait qu'une seule édition par semaine en version papier, soit celle du samedi, et que depuis le début de 2018, il n'y a plus d'édition papier. Vous pouvez comprendre facilement que ça signifie que la presse elle-même est en train de disparaître et qu'elle ne survivra pas tellement longtemps dans sa version uniquement virtuelle. Mais le phénomène est assez développé. Il faut savoir qu'au Canada, au cours des quelques dernières années, il y a 27 quotidiens qui ont disparu et 275 hebdos. Évidemment, le Québec est touché, mais vous comprendrez que lorsque les journalistes se mettent à plaider pour l'intervention des gouvernements, que ce soit du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, pour venir en aide à la presse, c'est ce qu'on appelle un plaidoyer pro domo. C'est évidemment très intéressé et finalement, c'est du très mauvais journalisme parce que les journalistes ne devraient pas être capables de couvrir l'avenir de leur propre profession parce qu'ils sont directement eux-mêmes en jeu. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Évidemment, ils subissent aussi, il faut le dire, non seulement l'abandon des lecteurs, mais également la migration de leur lectorat vers d'autres sources d'informations que ces lectorats-là jugent plus
plus fiable, plus intéressante, et c'est tout le phénomène de l'émergence des médias sociaux qui évidemment entre en ligne de compte dans cette affaire, avec aussi une forme de concurrence que certains journalistes trouvent déloyale. En effet, les gens des médias sociaux sont rarement rémunérés et ils se financent uniquement à l'aide de contributions volontaires. C'est notre cas ici à Point de Bascule et je suis certain que André Pitre vous rappellera d'une façon ou d'une autre en cours d'émission que vos contributions sont les bienvenues. Alors, c'est la situation telle qu'on peut la vivre au Québec. Il y a aussi, évidemment, toute la question de l'avenir du Parti québécois qui se pose. Et la question est posée de façon extrêmement directe et presque brutale ce matin dans Le Devoir, dans une opinion de Michel Héroux. Michel Héroux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est un bonhomme qui était qui a été un collaborateur de Jacques Parizeau, son attaché de presse ou quelque chose comme ça, en 1976. C'est un bonhomme qui est passé par la suite au réseau TVA, qui a occupé différentes fonctions, notamment à la direction de l'information. C'est un bonhomme qui est ensuite passé à l'Université Laval, qui a enseigné à l'Université Laval et qui occupé des fonctions de vice-recteur, si ma mémoire est fidèle, à l'Université Laval. Donc, c'est un analyste de la politique québécoise de premier niveau et son pronostic pour l'avenir du Parti québécois est particulièrement sombre. Il se sert de la décision prise un petit peu à l'Esbrouffe par Jean-François Lisée de nommer Véronique Yvon comme vice-présidente ou vice-chef du parti, sans même en avoir obtenu un aval quelconque des autorités et des instances du parti. Et il dit que c'est finalement une manœuvre un peu désespérée et qui cache la situation dans laquelle tout aussi désespérée dans laquelle se trouve le Parti québécois à l'heure actuelle. Il ne voit pas comment le Parti québécois va pouvoir renaître de ses cendres et arriver arriver même à reprendre le pouvoir, certainement pas à reprendre le pouvoir à l'occasion des élections à l'automne prochain. Alors, c'est une opinion éclairée. Il y en a sûrement d'autres. Et elles vont nécessairement se manifester. Je suis certain, en fait, que ça va déclencher, cette intervention-là va déclencher des réactions au cours des prochains jours, qui vont permettre de mettre un peu de relief sur cette affaire-là et de valider, si oui ou non, cette opinion-là est vraiment aussi solide qu'elle l'apparaît à première vue. Alors, évidemment, à travers tout ça, la CAQ, elle, parvient sans trop de critiques, à tirer son épingle du jeu, en employant même toutes sortes de moyens. D'ailleurs, c'est à signaler parce que c'est un peu amusant. Et pour quiconque a été comme moi à l'Assemblée nationale, de voir cet accroc fin et brillant au protocole de l'Assemblée nationale, il faut le souligner parce que c'est un bon coup. Sur le plan, il faut quand même admettre que c'est un bon coup. C'est le cas d'un député de la CAQ qui a trouvé le moyen de faire sa déclaration en mariage à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un débat hier. Et ça a été tellement finement fait que finalement, tout le monde a partagé finalement le plaisir de ce couple
d'annoncer finalement qu'ils allaient se marier. Bon, c'est des choses qu'on signale en passant parce que je vous dirais que le protocole de l'Assemblée nationale est plutôt rigide et plutôt au point même d'en être plate, hein, je vais vous le dire carrément. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand j'y siégeais, de me demander ce que je faisais là, parce que franchement, c'était mortel à en mourir. Et engoncé, et conventionné, etc. Excusez-moi. Alors, on va passer maintenant à un autre volet, au volet international, et là, cette semaine, ça a été extrêmement fertile en développement de toutes sortes, que ce soit aux États-Unis, dans la politique intérieure américaine, et même il y a encore des développements aujourd'hui, qui en Syrie, en Corée, en Turquie, en Afrique du Sud, sur les marchés financiers. Bref, il y a eu une énorme activité. Et ce qu'il y a d'intéressant dans toutes ces activités, dans tous ces développements-là, c'est justement à quel point il semble indiquer des points de bascule, hein, des choses qui sont en train de nous faire passer d'une étape à une autre, mais à changer carrément la nature des choses pour nous faire arriver dans un monde nouveau, mais plutôt incertain et inquiétant même à certains égards. Je m'en voudrais de commencer cette portion-là sans vous signaler tout d'abord et déplorer un autre assassinat de masse là, aux États-Unis qui est survenu aujourd'hui avec dans une école de Floride près de Miami, Broward County. Ceux qui connaissent la Floride reconnaîtront tout de suite. Et où 17 adolescents ont perdu la vie, encore une fois, parce que y a un hurluberlu armé qui s'est présenté et qui a fusillé tout le monde à la ronde. On se demande à quel moment la coupe deviendra pleine aux États-Unis pour que enfin, les autorités américaines se décident à faire quelque chose sur la possession des armes à feu. L'argument traditionnel du lobby des armes à feu, c'est de dire que c'est des gens qui tuent, c'est pas les armes qui tuent. Le problème demeure quand même de la facilité avec laquelle on peut se procurer des armes à feu aux États-Unis, de leur nombre, du fait qu'il y en a un si grand nombre en circulation, d'abord, et que, évidemment, le fait qu'ils soient en circulation et en vente presque libre, ça crée des occasions pour des gens qui puissent s'en approprier s'ils ne détiennent pas eux-mêmes des permis, des ports d'armes à feu, qui trouvent le moyen de s'en approprier illégalement et de s'en servir contre des cibles humaines. Des enfants. Imaginez. 17 enfants arrachés à leurs parents par un tir fou. Ouf! J'arrive pas à comprendre comment des gens, des dirigeants politiques peuvent vivre avec cela sur leur conscience. Parce qu'effectivement, ils sont en partie responsables. Bon, pour en revenir aux autres problèmes qui surviennent aux États-Unis, écoutez, l'affaire, le Russiagate, là, comme on l'appelle, est en train de prendre des proportions absolument incroyables. Et ça se complique d'une façon phénoménale. On sait que la semaine dernière, un comité du Congrès a rendu public un mémo qui expose finalement toute la trame du complot, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, là, un complot, qui a impliqué le ministère de la Justice américain, le Department of Justice, et le FBI pour empêcher que des accusations soient portées contre Hillary Clinton dans
au moment de la campagne électorale américaine et depuis. Et là, évidemment, les responsabilités et les responsables commencent à émerger. Et évidemment, alors qu'on pensait, que les démocrates pensaient pouvoir épingler la responsabilité de ces choses-là sur Trump, c'est le contraire qui est en train de se produire. C'est Trump aujourd'hui qui est dans une bonne posture face à ces accusations-là et qui a trouvé le moyen de retourner complètement les accusations contre Hillary Clinton pour des ventes de matériaux sensibles à la Russie et avec la complicité de la fondation de Clinton. Donc, on voit que ça devient du costaud. Mais ça devient encore plus du costaud quand on découvre, comme on a pu le faire ces jours derniers, là, un article d'un journaliste de bonne réputation, Eric Zeus, dans le journal, je crois que la revue, c'est New Republic, et dans lequel il nous apprend que finalement, non seulement y a-t-il des gens au sein du Parti démocrate qui s'en prenaient à Trump, mais qu'au sein même du Parti républicain, il y avait également des gens qui souhaitaient faire remplacer Trump par Mike Pence, et que donc il y avait un complot à l'intérieur même du Parti républicain contre Donald Trump pour l'évincer. D'ailleurs, vous comprendrez que si vous faites les rapprochements nécessaires, là, que ceux qui sont à l'origine de ça, tant du côté des démocrates et du côté républicain, c'est ceux qu'on appelle les néoconservateurs. Et évidemment, là-dedans, on retrouve la patte du sénateur McCain. Le sénateur McCain qui en a mené large à une certaine époque, qui en mène toujours large, même s'il est littéralement au bord de la mort, atteint d'un cancer au cerveau qu'on cherche à neutraliser à l'heure actuelle. Mais il demeure, semble-t-il, suffisamment éveillé pour continuer à tirer des ficelles, et il semble qu'il ne se gêne pas pour le faire. Donc, c'est la situation. Alors, rajoutez à ça le scandale sexuel qu'on cherche à monter à l'heure actuelle contre Trump pour sa fréquentation d'une certaine, finalement, prostituée de luxe, là, avec un nom, évidemment, Storm quelque chose, là, Stormy Daniels ou quelque chose comme ça, bref, un nom, évidemment, à coucher dehors. C'est le cas de le dire. Des fois, il y a des blagues qui nous échappent, on s'en rend même pas compte. Et puis, donc, on cherche à fabriquer, encore une fois, un autre scandale pour discréditer encore Trump. Puis en profiter du fait, évidemment, du mouvement féministe très fort là, qui trouve le moyen, le MeToo, là, qui trouve le moyen d'évincer les hommes, les machos, des sphères d'influence ou de pouvoir qu'ils occupent. On oublie, évidemment, trop facilement peut-être, que Trump, s'il devait être impliqué dans une affaire comme celle-là, serait loin d'être le premier président des États-Unis à connaître de telles avanies. Et notamment, on se souviendra que nul autre que John Fitzgerald Kennedy avait une liaison qui avait fait défrayer les manchettes avec l'actrice d'Hollywood, de Marilyn Monroe, dans les années 60. Et que Bill Clinton lui-même, on se souviendra de toute l'affaire Lewinsky et finalement de l'impeachment, de l'action en impeachment qui avait été intentée contre lui dans cette affaire-là. Alors, est-ce que Trump va arriver à survivre dans un nouveau contexte où, à cause de la sensibilité des Américains
à l'enjeu que devient la rectitude sexuelle, comportementale en tout cas, est-ce que ça va avoir un effet qui va arriver à obtenir avec Trump ce qu'on n'avait pas pu obtenir autrefois, ou avec Kennedy, ou avec Bill Clinton, reste à voir. Mais on voit que il y a des efforts délibérés, constants, de miner le président Trump dans son action. Remarquez que ce ne sont pas les seules influences qui jouent contre lui à l'heure actuelle. On sait que finalement, il ne reste plus grand-chose de sa politique qu'il avait énoncée dans son fameux discours de West Palm Beach pendant la campagne électorale, et qui nous avait présenté un tout autre portrait de ce que serait l'action des États-Unis dans le monde à partir de son élection. D'ailleurs, ces éléments-là avaient été repris en bonne part dans son inaugural speech, son discours d'inauguration de son mandat au début, le 20 janvier 2017. Et on se souviendra qu'il avait été plutôt fraîchement reçu par la critique, autant par l'establishment politique que par les médias, évidemment. Et on sait que ceux-là sont à la solde complète de l'État profond américain et puis des néoconservateurs. Alors, la situation politique aux États-Unis continue à se dégrader continuellement, et il n'y a pas de doute que ça a une influence sur la perception des États-Unis dans le monde, sur l'influence que les États-Unis peuvent exercer. Et évidemment, à l'heure actuelle, les États-Unis cherchent par tous les moyens à exercer tout le pouvoir qui leur reste pour embarquer de force, de gré ou de force, il faut le dire, les pays qui étaient traditionnellement leurs alliés dans leur soutien, ce qui est assez contradictoire, parce que d'une part, l'État profond américain cherche le soutien de ces anciens alliés-là, mais en même temps, les gestes du président, les interventions du président les aliènent. Alors, on est devant une politique américaine qui est carrément schizophrénique, et évidemment, il y a des risques de dérapage très importants. Je vous donne aussi cette information qui concerne aussi les États-Unis. Pour ce qu'elle vaut, elle est sortie cet après-midi. Si elle devait être confirmée, ça serait vraiment, vraiment un tournant important, un autre point de bascule important. Il semblerait, selon des sources au Moyen-Orient, que le gouvernement américain, le gouvernement des États-Unis, ait, au cours des derniers jours, invité Israël à faire preuve de modération dans ses attaques aériennes sur la Syrie. Et ça, c'est vraiment tout un développement. Parce que ça voudrait dire que les États-Unis s'inquiètent du risque de voir se dégrader la situation en Syrie au-delà d'un point qui échapperait à leur contrôle. On va voir, c'est pas encore confirmé, de quelle façon ça va se jouer. Il semblerait que la cause de ça soit la réalisation par les États-Unis que l'avion abattu, le F-16 abattu par les Syriens, ça soit révélateur d'une faiblesse de ces appareils-là, les F-16, et que le gouvernement, que les États-Unis continuent à vendre, et que, évidemment, s'il fallait qu'un autre F-16 israélien soit abattu dans des conditions semblables, évidemment, ça contribuerait à compromettre la crédibilité du F-16 lui-même comme appareil militaire de haut niveau, capable d'affronter toutes les défenses.
D'autant plus que cet après-midi encore, dans le Golan, près d'une... donc on sait que le Golan, c'est l'espace occupé syrien, occupé par... le plateau du Golan est occupé par Israël depuis 1960, la guerre depuis 1967 ou 68, et que comment dirais-je, une attaque contre une municipalité dans le Golan qui s'appelle Quneitra aurait déclenché la riposte syrienne par la DCA, c'est-à-dire les appareils, les missiles finalement, mis à la disposition des Syriens par les Russes. Si encore une fois cette information devait être confirmée par des sources israéliennes, ce serait signe que véritablement le vent vient de tourner pour Israël et qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés dorénavant à pénétrer le territoire de la Syrie. Reste évidemment la question de la présence des Turcs et des États-Unis dans un affrontement à la frontière de la Turquie et de la Syrie dans du nord dans le nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie, où il y a des troupes kurdes que les Turcs attaquent depuis quelque temps et qui se trouvent également dans une autre municipalité avoisinante et qui, elle, est occupée par des troupes dans lesquelles sont présentes des soldats américains. Alors, les Américains, au cours des derniers jours, ont averti très sérieusement la Turquie de ne pas s'aventurer là. Et la Turquie, malgré tout, continue de prétendre que les États-Unis doivent sortir de là. Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, doit être cette semaine à Ankara, en Turquie, doit rencontrer le président Erdogan et évidemment, ils vont sans doute se dire des choses difficiles. Quant à juger du climat ou de l'attitude générale des Turcs à l'heure actuelle à l'endroit des États-Unis, eh bien, je vous laisse avec cette information. Il semblerait que aujourd'hui, la Russie ait confirmé la réception d'une deuxième commande de missiles S-400, donc ces missiles extrêmement des batteries finalement extrêmement sophistiquées, essentiellement défensives, pour livraison à la Turquie et à des conditions qui sont quand même assez spéciales. 45% de la commande, 45% de la facture à la commande payée comptant, et la Russie acceptant de financer le sol, les 55% d'autres. On voit que la Turquie, avec cette commande, se trouve à s'éloigner encore davantage des États-Unis et on sent que les Russes, de leur côté, tirent très fort pour maintenir la Turquie autant que possible, l'attirer dans leur camp avec l'Iran. Et évidemment, il est certain que lorsque la Turquie regarde la situation évoluer sur le plan de la politique internationale, l'alliance avec les États-Unis leur pose de plus en plus de problèmes. D'abord parce qu'il y a toute la question de la volonté des États-Unis d'intervenir dans la politique intérieure de la Turquie, et on se souviendra que les choses ont pris un tour différent lorsque la Russie a informé Erdogan, en fait Poutine a informé directement Erdogan qui était en train de subir un coup d'État et qui a pu être neutralisé grâce justement à l'intervention de la Russie. Alors, et que les Américains étaient derrière ce coup d'État. Donc, on voit à quel point les relations deviennent tendues entre la Turquie et
la Russie. Et c'est d'autant plus important que finalement, la Turquie, c'est un membre de l'OTAN depuis très longtemps et que c'est quand même la deuxième plus importante armée de l'OTAN. Alors, comment dirais-je, les chevaux des alliances des États-Unis dans le monde est en train de se défaire tranquillement. Et il est sûr certain, par exemple, que une décision comme celle du président Trump, dès son arrivée au pouvoir, de renoncer au partenariat transpacifique, ça n'a pas été de nature à rassurer ses alliés sur ses intentions à long terme, et ça a mis en doute finalement toute la solidité politique de la politique étrangère des États-Unis dans le monde, ce qui est grave. Et puis ça va même plus loin, hein, je veux dire, les relations sont tendues avec la Grande-Bretagne, même entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, au point qu'on peut se demander à quel moment les Britanniques vont accepter de relâcher Assange, comment dirais-je, l'animateur de WikiLeaks qui est en prison littéralement à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis plusieurs années, depuis 5 ans maintenant. Alors aujourd'hui, il y a un juge qui a refusé de le libérer, mais il peut se produire, si les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne continuent de s'échiffer comme elles le font à l'heure actuelle, que dans un avenir pas si lointain, les Britanniques laisseront discrètement savoir à l'Équateur, au gouvernement de l'Équateur, qu'il laisserait éventuellement disparaître M. Assange s'il le faisait discrètement. C'est tout à fait dans le domaine des scénarios possibles et envisageables à l'heure actuelle. Excusez-moi. Alors, en Syrie, il faut souligner la rapidité avec laquelle le président Poutine est parvenu à limiter les ambitions d'Israël la semaine dernière, lorsque jeudi ou vendredi, là, on semblait en pleine escalade vers un conflit qui serait de fortes proportions. Poutine a parlé à Netanyahou. Netanyahou a, semble-t-il, et on le voit simplement par le résultat, décidé de mettre la pédale douce. Il semblerait que les États-Unis maintenant lui a également demandé de mettre la pédale douce. Et la situation n'est pas facile pour Netanyahou parce que il comptait évidemment sur une intensification de l'alerte contre la Syrie pour faire passer sous silence les accusations qui ont été que la police israélienne ont recommandé de porter contre lui. Alors écoutez, c'est pas souvent qu'un premier ministre se trouve accusé d'une situation de corruption et qu'il parvient à se maintenir en poste. Vous comprendrez que si la menace à Israël était beaucoup plus forte, ça ferait son affaire parce que ça ferait passer complètement au second plan les accusations qui sont portées contre lui. Est-ce que ça va pouvoir se jouer à sa façon? Difficile de le savoir encore, mais chose certaine, c'est que la pression qui s'exerce sur Netanyahou, tant à l'interne qu'à l'externe, est de plus en plus forte. Il joue une partie dangereuse et le problème est qu'il se serve pour régler sa situation personnelle des moyens de l'État israélien et qu'il aille bien au-delà de ce que les intérêts de l'État israélien exigeraient pour simplement se protéger, sauver sa propre peau. C'est toujours la situation délicate dans des situations pareilles.
On a également, les Américains commencent également à s'inquiéter énormément d'une intensification de la présence russe en Méditerranée. C'est assez frappant de voir comment russe et chinoise d'ailleurs, parce que les positions énoncées tant par la Russie que par la Chine de soutien à l'endroit de la Syrie les ont amenés à placer des actifs stratégiques importants en Méditerranée. Il y a un porte-avions russe qui est là depuis plusieurs mois et bien sûr qui protège les installations russes en Syrie au port de Tartous. Donc là aussi c'est inquiétant. Ça souligne aussi une espèce d'inquiétude qu'ont les États-Unis d'être en train de perdre le contrôle de la situation. Et ça survient à un bien mauvais moment pour eux parce que les États-Unis ont accumulé un important retard sur le plan stratégique, sur le plan militaire, avec une diminution de leur avance technologique. Est-ce que, à l'heure actuelle, la Chine et la Russie sont parvenus à égaler la puissance des Américains? Il semblerait que oui. Et évidemment, quand on connaît les délais exigés pour l'investissement militaire entre le moment où on met, surtout aux États-Unis, compte tenu de la lourdeur des appareils et de la multiplication des sources de prélèvement, de corruption et autres, on comprend que entre le moment où les Américains prennent conscience du problème et celui où ils vont pouvoir le corriger, il risque de s'écouler plusieurs années, et évidemment plusieurs années au cours desquelles autant les Chinois que les Russes qui investissent, pour qui le développement de l'armement coûte beaucoup moins cher que pour les Américains, ça risque de les placer dans une situation désavantageuse. Alors, on apprend aussi que en Turquie, en Afrique du Sud, la démission aujourd'hui du premier ministre Jacob Zuma, qui, après plusieurs semaines de pression provenant de l'intérieur même de son propre parti, a démissionné. Alors la question qu'il faut se poser dans le cas de l'Afrique du Sud, dans la mesure où il s'agit d'un pays du BRICS, c'est-à-dire l'alliance Brésil, Inde, Russie, et puis Afrique du Sud, est-ce que c'est une manœuvre qui est un développement qui est purement relié à la situation interne en Afrique du Sud, qui vit à l'heure actuelle de très très gros problèmes. Je disais que la ville du Cap n'était plus en mesure de répondre aux besoins d'eau de sa population. C'est assez majeur comme développement, et évidemment, ça soulève toute la question de la solidité politique de l'Afrique du Sud, de son leadership. Et alors, reste à savoir maintenant si les Américains ont eu un rôle quelconque dans les manœuvres qui ont amené à la démission de Jacob Zuma pour affaiblir le BRICS. On sait qu'il y en a eu de ces manœuvres-là au Brésil, qu'il y en a eu d'ailleurs ailleurs en Amérique du Sud, en Argentine, parce que il était question qu'éventuellement l'Argentine, sous son ancienne administration, rejoigne les BRICS. Bref, tout ça demeure encore ouvert à spéculation, et c'est les événements des prochaines semaines qui vont pouvoir nous fixer. Mais par contre, il faut déjà comprendre qu'en Afrique du Sud, le changement le départ de Jacob Zuma là ouvre
nouveau chapitre, donc un autre point de bascule dans la politique sud-africaine, et que ça va être très intéressant de voir de quelle façon le pouvoir là va pouvoir se réorganiser. Sur les marchés financiers, vous avez vu au cours de la dernière semaine ce qui s'est passé. Des baisses importantes, suivies d'un relèvement. Et encore aujourd'hui, la bourse de New York, le Dow Jones a repris du poil de la bête. Il a grimpé de 200 et quelques points, ce qui se compare avec des pertes de 1100 points jeudi dernier. Donc, c'est pas encore remonté au point où c'était, mais ça souligne que pour le moment, il semble y avoir une certaine accalmie. Évidemment, cette accalmie-là survient dans un contexte où il y a une espèce de course contre la montre d'engagés entre le gouvernement américain et l'économie américaine pour pas l'économie américaine, mais les marchés financiers aux États-Unis pour voir si les nouvelles économiques vont être capables, puis l'espoir de la relance avec le nouveau budget des États-Unis déposé, un budget extrêmement déficitaire, mais en même temps qui favorise énormément la consommation, dans la mesure où il remet beaucoup d'argent entre les mains des contribuables, au point qu'ils ont l'impression d'avoir une véritable augmentation de salaire, alors que c'est simplement l'effet de la fiscalité qui est en train de jouer. Également, les dépenses annoncées, phénoménales, annoncées par le gouvernement, le président Trump, dans les réinvestissements dans les infrastructures pour leur mise à niveau. Tout ça reste à évaluer, parce que c'est des sommes colossales, hein, c'est des milliards et des milliers de milliards de dollars qui vont être engagés dans ces projets-là. Et évidemment, entre le moment où on les annonce et le moment où ça se fait ressentir dans l'économie, est-ce que ça va survenir suffisamment tôt pour empêcher ou pour neutraliser la dégradation anticipée des marchés financiers? Tout ça encore reste à voir, et c'est certain qu'on est dans une période extrêmement agitée et que, encore une fois, le niveau d'incertitude et de risque est extrêmement élevé, ce qui n'a rien de réjouissant pour personne. On signalera en même temps que la Banque des règlements internationaux vient de nous... Alors, la Banque des règlements internationaux, pour que vous le sachiez, elle est située à Bâle, et c'est en fait la banque des banques, c'est-à-dire l'institution financière internationale qui regroupe, qui coordonne l'activité de toutes les grandes banques centrales dans le monde et qui détermine finalement le degré de sécurité financière, qui apprécie le degré de sécurité financière dans le monde. Alors, la Banque des règlements internationaux vient de nouveau de lancer quelques alertes, et en général, lorsqu'elle le fait, c'est pas bon signe. Alors, tout ça pour encore accentuer l'information qu'on détient sur la solidité de l'économie mondiale à l'heure actuelle. Les Russes, pour leur part, sont en train de se désengager du SWIFT, et on annonçait ces jours derniers, le SWIFT, là, c'est le fameux système qui permet la compensation internationale par informatique et les transferts de fonds, etc. Ils ont été menacés à quelques reprises d'être exclus du SWIFT, alors ils ont pris les mesures pour arriver à fonctionner autrement, et ils annonçaient ces jours derniers que même si évidemment ça leur occasionnerait certains contretemps dans l'exécution des ordres bancaires, ils étaient désormais prêts à assumer eux-mêmes le contrôle
de leurs propres besoins, sans qu'ils aient besoin de passer par l'entremise du SWIFT. Donc ça aussi, c'est un développement à suivre. Bon. Alors, ça complète la ronde des informations pour cette semaine. J'aimerais terminer tout simplement en vous précisant que, bon, on s'excuse pour les problèmes techniques qu'on a encore cette semaine, qui nous empêchent de vous présenter Point de bascule en direct. Et puis, je vous donne le point ou fait le point sur la situation de la co-animation à Point de bascule. On m'avait signalé l'intérêt d'une certaine personne qui est effectivement très intéressée, mais qui, à l'heure actuelle, a des engagements qui l'empêchent de se joindre à nous dans l'immédiat. Mais c'est certainement une bonne ressource pour l'avenir. Notre ami Jean-Claude Pomerleau ayant décidé qu'il avait qu'il trouvait la charge de la préparation de l'émission un peu lourde et il préférait poursuivre d'autres activités. Alors, on vous tient au courant et d'ici à ce qu'on ait trouvé un remplaçant qui nous permettent d'avoir des échanges stimulants et fructueux, je continuerai à animer seul l'émission. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que c'était l'émission du 14 février 2018 et elle sera vous sera accessible sur YouTube dans les heures qui viennent.